Les thèmes du 22h ce soir, c'est la fin d'une pitoyable aventure. L'équipe de France prend le chemin du retour avec des bagages lourds de rancœur et de rancune. Ambiance règlement de compte après le match perdu contre l'Afrique du Sud. Roselyne Bachelot estime ce soir que les responsables de ce désastre devront rendre des comptes. La majorité fait bloc derrière Éric Woerth. Le Premier ministre François Fillon a dénoncé, je cite, « un long cortège de calomnies, de corbeaux et de calculs politiques de son côté ». L'opposition dénonce une nouvelle fois une collusion entre pouvoir et grande fortune. Notre invité pour en parler, le ministre Michel Mercier. Le gouvernement exclut une baisse des salaires des fonctionnaires, mais ne dément pas une information du journal Les Échos quant à un gel des traitements. Analyse dans ce journal de Jean-Louis Gombault. C'est tout à l'heure. Voilà pour l'ensemble des thèmes que nous développerons ce soir. Mais on va commencer tout de suite ce journal par le climat politique actuel. 2 semaines après l'affaire Christine Boutin et la rémunération de sa mission à laquelle elle a renoncé, et après également les cigares à 12 000 € de Christian Bian, le Canard enchaîné croit savoir que la présidente de la Halde, Jeannette Bougrabe, a doublé son salaire de 6 900 € à 14 000 €. Tout cela est au conditionnel, bien sûr, ce soir. La présidente de la Halde a formellement démenti cette information, mais le journal satirique précise que cette décision du doublement du salaire a été prise le 3 mai dernier et qu'elle a été votée. Alors au téléphone avec nous pour avoir sa réaction, Benoît Hamon, porte-parole du Parti socialiste. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Je viens de préciser, tout cela est bien sûr au conditionnel, mais quelle est votre réaction en apprenant ce qui a été révélé par le Canard enchaîné? Quand tout cela cessera-t-il? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans une révélation nouvelle. Là, il s'agirait pour Madame Bougrabe, qui est une cadre de l'UMP, nommée par Monsieur Sarkozy à la tête de la haute autorité de lutte contre les discriminations, dans le cadre d'une nomination très politique pour une haute autorité qui, en général, se situe au-delà des clivages politiques, mais bon, peu importe. Si c'est vrai, c'est-à-dire si elle a doublé son indemnité, elle qui fait l'objet de beaucoup de critiques au sein de la Halde, notamment dans son management du personnel, dans une période où on demande aux fonctionnaires de faire des efforts et on va probablement diminuer la paye des fonctionnaires par la hausse des cotisations, notamment pour les retraites. Je ne sais pas comment le gouvernement peut justifier une chose pareille, mais c'est injustifiable. C'est juste injustifiable. Oui, mais... 14 000 € par mois, c'est injustifiable. Est-ce que vous demandez aussi sa démission? Non, je sais plus. Vous savez, quoi qu'on demande aujourd'hui au gouvernement, il ne se passe jamais rien de toute façon. Et vous aurez Monsieur Colpé qui dira que c'est révoltant de s'en prendre à Madame Bougrabe, Monsieur Barouin qui dira que c'est indigne de s'en prendre à Madame Bougrabe, comme on s'en est pris à Monsieur Woerth. Je veux dire, ils utilisent des mots révoltants, indignes, insupportables. Jamais quand il s'agit aujourd'hui de décrire la situation des Français, mais toujours quand il s'agit de décrire leur propre situation. Et je crois que cette rupture entre les élites gouvernementales et le peuple devient vraiment Et de leur côté, ils vous reprochent d'être des coupeurs de tête, mais juste un mot sur François Fillon. Vous venez d'en parler. Les têtes de personne pour l'instant. La réalité, aujourd'hui, se coupe les retraites et les revenus des Français, c'est le gouvernement. Nous, on coupe les têtes de personne. D'ailleurs, personne n'a jamais démissionné dans le gouvernement. Voilà. Merci Benoît Hamon pour votre réaction ce soir. Et on rappelle évidemment que cette information est au conditionnel. C'est une révélation du Canard enchaîné ce soir. Et Jeannette Bougrabe a formellement démenti cette information concernant le doublement de son salaire. La suite du 22h, on parle toujours de politique. C'est l'invité du 22h tout de suite. Il est l'invité du 22h, c'est le ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, Michel Mercier. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors on va parler ensemble de nombreux sujets et surtout des réformes sensibles à venir. Mais d'abord, l'actualité aujourd'hui, c'est la droite qui fait bloc autour du ministre Éric Woerth dans la tourmente de l'affaire Bettencourt. Est-ce que vous lui apportez, vous aussi, votre soutien conditionnel ? Un soutien amical, inconditionnel, parce que rien n'est reproché à Éric Woerth. C'est la rumeur, l'amalgame. On a connu dans d'autres temps, dans les années 30, ces systèmes. Un ministre, c'est aussi un homme. Et il peut avoir sa sensibilité. Et je pense que soit il y a quelque chose, il faut le dire, et comme il n'y a rien, c'est simplement des rumeurs, des amalgames, et ça, c'est inadmissible dans la République. Alors, et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis tout à fait solidaire d'Éric Woerth. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, François Fillon a pointé du doigt ce que vous venez de dire, un long cortège de dénonciations anonymes, de corbeaux, de calculs politiques. On l'écoute. Moi, depuis le début de ma vie publique, je me suis toujours interdit de hurler avec les loups.
Je n'ai jamais accepté de jeter au chien l'honneur d'un homme politique. Éric Woerth est un homme intègre. Éric Woerth n'a commis aucune faute. Éric Woerth n'a donné aucune instruction concernant la situation fiscale de Madame Bettencourt. Je vous en prie. Éric Woerth sera sans doute l'un des ministres de la Ve République qui aura le plus fait pour lutter contre la fraude fiscale et contre les paradis fiscaux. François Fillon qui vient de dire qu'Éric Woerth n'a pas commis de faute, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des imprudences, des maladresses? Non, je vois pas à quoi vous faites allusion. Je crois qu'il faut dire les choses clairement parce que depuis quelque temps, on voit se développer un système de rumeurs, de dénonciations. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. On jette en pâté des hommes politiques, des femmes politiques. Et je crois qu'il faut faire attention. Et que c'est là une dérive qui est tout à fait néfaste pour la République elle-même. S'il y a des systèmes de mise en jeu de la responsabilité des ministres, c'est les motions de censure, c'est le Parlement, il y a la justice. Mais tout cela, c'est pas des rumeurs, c'est pas des allégations, c'est pas des amalgames, et c'est quand même uniquement ça. Si je vous parlais de maladresse, c'est parce qu'on sait que M. Woerth a été trésorier de l'UMP, que Mme Bettencourt a contribué aussi financièrement à la campagne de M. Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas eu simplement des maladresses et un mauvais timing? Mme Bettencourt a des opinions politiques qui, je crois, sont assez connues. C'est pas, son mari était ministre, et que dans le cadre de la loi, on est tel ou tel candidat. Moi, j'ai aidé le candidat que je soutenais pour la présidentielle. J'ai versé ce que la loi me permettait de verser avec un chèque, un reçu, et c'est tout à fait correct. Et ça existe. Il y a une loi, elle est appliquée, et quand vous appliquez la loi, il ne faut pas en faire des rumeurs. Alors, autre actualité, avant de passer aux réformes, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy était sur les terres de François Bayrou. C'était dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que le rapprochement est en marche ? D'abord, le président de la République, il est président de tous les Français, et partout en France, il est président de la République. Qu'il aille voir l'usine de Turboméca, qui est le premier fabricant au monde de moteurs d'hélicoptères, quand même normal. Cette usine, elle est dans la circonscription de François Bayrou. Certes. Que François Bayrou soit présent, le président de la République est là, le député de la circonscription est là, il n'y a rien que de normal. Et je crois que les deux hommes se connaissent depuis longtemps, ils ont des différends connus, profonds, mais ce sont il y a des eu plusieurs rencontres ces derniers temps. Ce sont des hommes de qualité, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises ces derniers temps, mais c'est normal. La République, c'est pas la guerre civile, on va pas construire des murailles et puis se regarder par-dessus les murailles et se jeter. C'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites. Absolument pas. Et c'est normal. Je vous pose une question tout ça parce que vous imaginez aujourd'hui M. Bayrou dans la majorité. Dans la République, les responsables politiques se parlent, dialoguent. Puis, dans la situation dans laquelle on est, et s'ils trouvaient l'un et l'autre les moyens de travailler ensemble, de faire avancer un certain nombre de solutions, ce serait plutôt bien. Et ben voilà, c'est plutôt bien. Et moi, je les aiderai si je peux. Alors, on va parler à présent de deux réformes sensibles, celle des collectivités locales et celle de la taxe professionnelle. Les élus s'inquiètent de sa prochaine suppression, de la taxe professionnelle, surtout qu'on ne sait toujours pas comment elle sera compensée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Christine Lagarde était très attendue au Sénat. Regardez. Journée décisive aujourd'hui au Sénat. Au cœur du débat, encore et toujours, les compensations à la suppression de la taxe professionnelle. Le bras de fer dure depuis des semaines entre sénateurs de tous bords et gouvernement sur le détail de cette réforme. Et ce matin, il est toujours question de flou artistique. Ces interrogations ne sont pas levées. Elles ne sont pas levées non plus du côté des entreprises où les inquiétudes sont réelles. Je crois que le gouvernement a tout intérêt aujourd'hui à lever l'ensemble de ces interrogations. Mais je doute qu'il le fasse à la hauteur des attentes des uns et des autres. Alors quand Christine Lagarde arrive au Sénat, elle se sait attendue. Prévu de longue date mais souvent repoussé, ce rendez-vous avec les sénateurs doit lever les doutes jusqu'au sein de sa majorité. On va un petit peu faire le point des chiffrages, des simulations, des conclusions du rapport du gouvernement. Je suis ouverte à toutes leurs questions et j'ai mon équipe de techniciens et d'experts qui est aussi là pour répondre à toutes leurs questions. La réunion n'a pas encore commencé que déjà le président de la commission des finances conteste certains chiffrages. Sourire crispé dans les rangs du ministère. On va pour le pointage. Normalement, nous, on avait fait le pointage, mais bon, on va rentrer. Au bout de 2 heures de débat, le gouvernement a répondu à la principale attente des sénateurs. Il a bien été dit
que les collectivités territoriales perdant la taxe professionnelle, bénéficiant d'une compensation à l'euro près, garderont cette compensation à l'euro près sur la durée. Avec cette annonce, le gouvernement a au mieux gagné un répit et le droit de préparer les prochains projets de loi de finances dans un climat apaisé au Sénat. Mais il reste encore beaucoup de points à éclaircir. Voilà, c'était un sujet de Fabrice Cugney. Alors Michel Mercier, concernant cette réforme de la taxe professionnelle, il devait y avoir des simulations sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. On appelle ça la clause de revoyure. Elle est passée à la trappe aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout. Elle est où alors? On est en train d'établir les chiffrages. Ce matin, ou cet après-midi, Madame Lagarde a apporté une information importante. Elle a dit la garantie, elle ne sera pas simplement pour 2010-2011, et c'est ce que disait M. Marny, mais elle restera permanente. Ça, c'est très important. Oui, ça il faut que ça suive dans les base. actes ce que disent les sénateurs. Voilà. C'est une promesse qui doit être tenue. Mais c'est pas une promesse, c'est dans la loi. Puisqu'on parle de ces collectivités locales. Oui. Justement, on va parler d'une réforme très importante que vous portez, que vous menez. C'est cette réforme des collectivités locales. Elle arrive au Sénat le 28 juin et les centristes, eh bien, ils passent un petit peu pour les dindons de la farce. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une dose proportionnelle. Est-ce que vous craignez qu'ils ne fassent pas passer le texte? Écoutez, le texte sera voté le 28, 29, 30, etc. Oui, là, juillet. On peut dire demain, oui. Oui, il y a du temps pour les discussions, les rencontres, et cette discussion, cette négociation, elle se fait. Vous comprenez ce qu'ils demandent là? Ils sont déçus quand même, c'est pas rien, ils ont l'impression d'être trahis par le gouvernement. Je crois qu'ils ont peut-être aussi oublié de soutenir un peu le projet initial du gouvernement en matière d'élection. Les votes sont partagés alors. En matière d'élection des conseillers territoriaux, puisque le gouvernement avait proposé un scrutin mixte. On pouvait dire que ce scrutin allait dans la bonne direction, que peut-être des modalités étaient à voir, plutôt que de ne pas le soutenir, et ce qui a amené le gouvernement à l'Assemblée nationale à accepter un autre mode de scrutin. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est le 28 juin au Sénat. Restez avec nous tout de suite. Le reste de l'actualité, tout ce que vous avez manqué, c'est en images avec Pierre Bonte-Joseph. Décidément, il ne se quitte plus en déplacement dans le Béarn pour l'inauguration d'une nouvelle usine. Nicolas Sarkozy s'est affiché aux côtés de François Bayrou. Devant les salariés de l'usine, le président de la République a insisté sur l'image d'une France rassemblée. Réponse de François Bayrou. Malgré les désaccords, on a le devoir de travailler ensemble, a-t-il précisé, tout en se défendant de tout rapprochement politique. En 2008, il l'avait qualifié de terroriste. Aujourd'hui, Daniel Bouton, l'ancien PDG de la Société Générale, était cité au procès de Jérôme Kerviel. À la barre, il est revenu sur cette affaire, une catastrophe selon ses propres mots. S'il a reconnu des défaillances dans les systèmes de contrôle de la banque, il a chargé l'ex-trader. Nous avions un agent qui avait une capacité de mensonge et de dissimulation insoupçonnée. Jérôme Kerviel encourt 5 ans de prison et plus de 300 000 € d'amende. J'ai enfin la satisfaction d'avoir entendu de manière extraordinairement contrainte, pour la première fois depuis 11 jours, Jérôme Kerviel exprimer des regrets pour ce qu'il a fait, et encore, il n'a jamais expliqué. Macabre mais incomplet. Chaque année, ce ne sont pas 126 personnes, mais 460 qui meurent de violences conjugales. Selon les derniers chiffres publiés, des chiffres qui, pour la première fois, comptabilisent aussi les suicides après les drames. Aujourd'hui, le sénateur socialiste Roland Courteau a déposé une proposition de loi sur les violences faites aux femmes. Un texte qui crée le délit de violence psychologique. À défaut de victoire contre l'Afrique du Sud, le sport français peut ce soir se réjouir d'une demi-réussite. La ville d'Annecy fait partie des 3 villes présélectionnées pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2018. En dehors d'Annecy, les candidatures de Munich en Allemagne et de Pyeongchang en Corée du Sud ont été retenues. François Fillon s'est réjoui de ce qu'il qualifie de récompense du travail de toutes les équipes. Faute de grives, on mange des merles. Et la suite du 22h, c'est une équipe battue et abattue. Les Bleus qui se sont inclinés cet après-midi face à l'Afrique du Sud repartent les bagages lourds de rancœur et de rancune. Les joueurs ont annoncé qu'ils renonçaient ce soir à l'ensemble de leurs primes versées par les sponsors. Mais cela suffira-t-il à tourner la page de ce pitoyable mondial des Bleus? En tous les cas, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, affirme que les responsables de ce désastre devront rendre des comptes. Voilà pour cette ambiance de crise et de règlement de compte. Mais ce soir, on va parler plus légèrement des Bleus. Les Bleus qui, vous allez le voir, ont vraiment beaucoup de succès sur le net. Regardez, c'est Caroline Deschamps.
Un véritable déchaînement numérique. La saga des Bleus est plus que commentée sur le web, à commencer par le match France-Afrique du Sud. Si tu veux voir gagner les Bleus, regarde Avatar, peut-on lire sur Twitter. Ou encore, Bachelot pourrait faire son entrée à la mi-temps. Le psychodrame vire à la marée noire. Un internaute suggère ainsi que les Bleus soient sponsorisés par BP. Mais c'est Domenech qui est l'objet de toutes les railleries, avec un jeu en flash où le but est d'envoyer le ballon sur l'entraîneur des Bleus. Les détournements d'affiches de films sont légion, de la chute au corneau. D'autres petits malins suggèrent un apéro de départ pour Domenech sur Facebook. L'histoire ne dit pas si celui-ci sera interdit. Nicolas Anelka n'est pas en reste, sa page fan Facebook est assaillie de commentaires. Lui estime que l'insulte n'aurait pas dû sortir des vestiaires. La fameuse insulte qui lui vaut un rap qui passe en boucle sur la toile. Ta mère, dans ma tête déjà t'existes plus. Je te l'ai déjà dit, va te faire en sale fils de va te faire en sale fils de. C'est le son qui tourne dans les casques de l'équipe de France. Anelka, c'est le son exclu de la Coupe du Monde 2010. Prochain épisode du feuilleton des Bleus sur le net, le retour en France. Avec la page économique à présent du 22h, le gouvernement a exclu aujourd'hui une baisse des salaires des fonctionnaires, mais sans démentir une information du journal Les Échos concernant un éventuel gel des traitements. On en parle avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, pas de baisse, mais un gel. Est-ce que ça veut dire quand même une baisse du pouvoir d'achat? En tout cas, les hésitations montrent que le gouvernement dans cette affaire est dans l'embarras. Et il faut d'abord s'entendre sur les mots. Lorsque l'on parle de gel de salaire, on parle de gel de ce que la fonction publique appelle le point d'indice, que nous appelons en général les augmentations en général qui concernent tous les fonctionnaires, les 2 500 000 fonctionnaires de la fonction publique d'État, et quelle que soit leur place dans le niveau hiérarchique. Normalement, il y a un rendez-vous en juillet, au 1er juillet, et ce point d'indice devrait augmenter de 0,5%. Un accord a été conclu en ce sens. Est-ce que le gouvernement respectera cet accord compte tenu de l'évolution de la situation? Il y a 500 millions d'euros en jeu. Ça, c'est la première question. En plus du point d'indice, il y a les augmentations qui sont liées à l'ancienneté, à la technicité, aux promotions diverses, aux primes. Et le gouvernement dit, si on prend tout ça en compte, la masse salariale globale de la fonction publique aura augmenté de l'ordre de 3% l'année dernière. Grosso modo, ça vous fait une hausse de 1,5% de votre pouvoir d'achat. Donc, pas de gel de la masse salariale, mais sans doute un gel du fameux point d'indice. Et ce qui complique les affaires, c'est qu'à partir de 2011, les cotisations retraite des fonctionnaires vont commencer à augmenter pour s'aligner sur celles du privé, ce qui veut dire quand même une baisse du salaire net des fonctionnaires à partir de l'année prochaine. Voilà pour les fonctionnaires français. Et Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe pour les autres pays européens, notamment en matière justement de salaire des fonctionnaires? Alors, il n'y a d'augmentation nulle part. Il y a deux catégories de pays. Il y a ceux qui gèlent et ceux qui baissent. Et ceux qui baissent le font dans des proportions assez importantes. Lorsque vous regardez la Grèce, on est à moins 9%. Lorsque vous regardez les Irlandais, on est à moins 15%. Lorsque vous regardez les Roumains, on en est à moins 20%. Donc il s'agit là de politiques extrêmement sévères pour la fonction publique. Les Britanniques nous ont présenté un budget cet après-midi avec un gel des salaires, mais comme il y a une augmentation de la TVA de 2%, ça veut dire quand même une baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires de la fonction publique. Les Britanniques, justement, ont présenté un budget de super austérité cet après-midi, avec une volonté de diviser par 10 le déficit public relativement au PIB britannique. On est sur une contraction de 25% de la dépense publique sur 5 ans. En France, on est sur 2% de baisse. On n'a pas encore les détails du prochain budget, mais on n'est pas du tout dans les mêmes types de proportions. Il est vrai qu'en France, il y a un problème particulier, c'est qu'il faut redresser les finances publiques pour des raisons évidentes et financières, mais en même temps, on est sur une réforme des retraites qui n'est pas facile, et le problème est d'avancer sur ces deux terrains, ce qui illustre pourquoi il y a certaines hésitations au sein du gouvernement lui-même. Alors voilà pour les hésitations au sein du gouvernement. On va voir ce qu'en pensent les Français. Est-ce qu'ils approuvent ce gel des salaires des fonctionnaires? On a posé cette question avec notre partenaire, le Figaro.fr. La voici. Approuvez-vous le gel des salaires des fonctionnaires? Bien oui, à 66%, non à 33%. En tous les cas, du côté de l'opinion publique, Jean-Louis, ça a l'air de passer.
Ça a l'air de passer. Merci beaucoup pour cette analyse. La suite, la dernière page de ce journal est consacrée à un prix, celui du livre d'histoire remis depuis 2003 par le Sénat. L'objectif consiste à rendre hommage aux historiens, aux jeunes auteurs, à des chercheurs et des éditeurs confirmés chaque année. C'est donc un livre qui est récompensé. Nos invités pour en parler ce soir, c'est le président de ce jury. On est ravis de l'accueillir, l'historien Jean-Noël Jeannet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et puis, avec nous ce soir, c'est le lauréat de ce prix, Jean-Louis Crémieux-Briac. Bonsoir. Bienvenue. Alors, Jean-Noël Jeannet, c'est un prix donc qui est remis depuis 2003. Et puis là, on est à 3 jours de l'appel du 18 juin. C'est pas un hasard s'il est remis à un ancien résistant? Je pense que ce n'est pas un hasard. Et en tout cas, on est dans la droite ligne de ce qu'on a souhaité faire en créant ce prix, en le maintenant depuis 8 ans. C'est-à-dire proposer à nos compatriotes, aux lecteurs, à ceux qui s'intéressent à la vie publique, à la vie civique, un ouvrage qui est à la fois riche d'informations nouvelles, qui est écrit de bonne façon et qui de surcroît correspond à un vrai souci civique, c'est-à-dire qui est propre à faire réfléchir sur la continuité du siècle qui vient de s'écouler, sur ce que la liberté d'un homme de bien peut faire, sur ce que une génération comme celle de nos enfants peut considérer dans ce qui a été fait et éventuellement utiliser pour agir mieux dans la suite. Et il y avait là pour nous, pour notre jury, une évidence, c'est que ce livre magnifique de Jean-Louis Crémieux-Briac, qui de surcroît en effet se trouve honoré, puisque c'est un des grands résistants. Très honoré, dit-il. Fort honoré, et nous étions contents d'ajouter notre approbation, le témoignage de notre considération à propos d'un ouvrage qui met en lumière un personnage en vérité fort digne d'intérêt, c'est-à-dire Georges Boris, qui depuis 1918 jusqu'à sa mort en 1960 a été dans l'ombre souvent, mais avec pertinence, avec détermination, un acteur important. Et on va parler avec l'auteur, Jean-Luc Crémieux-Briac. Donc Georges Boris, en fait, c'est le conseiller des grands. Il a été conseiller de Blum, de Gaulle, de Mendès France. C'est aussi une personnalité de l'ombre. Est-ce que ce livre, c'est pour réparer une injustice? Sûrement pour réparer une injustice. J'ai connu Georges Boris, j'ai travaillé avec lui, j'ai eu beaucoup d'affection pour lui. Et j'ai été choqué que cet homme d'exception, car vraiment c'est un de ces grands serviteurs de l'État comme on en rencontre dans un pays comme le nôtre, quelques-uns par siècle, soit resté inconnu, à peine un nom aujourd'hui, alors qu'il a eu donc cette influence très importante dans les marges, dans les coulisses de la République pendant un tiers de siècle. Et on rappelle en fait que vous êtes témoin de son parcours politique. Pour une part, car il était beaucoup C'est un plus âgé témoignage, que moi. c'est pas... C'est en partie un témoignage, mais je ne me permettrai pas de faire un livre d'histoire qui ne soit pas appuyé sur des documents et qui puisse être sur aucun point contesté quant aux faits. Et Georges Boris, on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce livre, et j'espère à d'autres, c'est un ressuscité de l'histoire. J'espère, je le voudrais. C'était l'objectif. En tout cas, l'objectif c'est de sortir de l'ombre. On le rencontre, les historiens, les journalistes le rencontrent à chaque moment dans l'histoire de la 3e, de la 4e République, du gaullisme, mais sans plus. Or, son action a été et continue remarquable et donc forte dans l'action politique française, aussi bien aux côtés de Blum, dont il a été directeur de cabinet, ayant introduit le keynesianisme en France, ayant été le principal rédacteur avec Mendès France de l'étonnant projet de réforme économique visant en 1938 au préparer le réarmement de la France, puis conseiller de Blum, de Gaulle. De Gaulle, bien sûr. Alors, Jean-Noël Jeannet, là, c'est pas un historien qui a écrit ce livre, c'est un grand témoin. Quelle différence ça peut apporter? Est-ce que ça peut donner plus de chair? Non, ce grand témoin est un historien reconnu. Nous devons à Jean-Louis Crémieux-Briac des ouvrages considérables. Mais il a d'abord écrit en tant que grand témoin, nous dit-il. Vous savez, ce n'est pas impossible de prendre quelques distances. Et je dirais que l'auteur que vous avez devant vous a été capable de se tenir juste à la bonne distance. C'est-à-dire, me semble-t-il, je parle sous son contrôle, d'être mu par le désir de rendre hommage à un personnage qui a été son ami, mais il le fait sans aucune complaisance. Il jette une lumière véridique, il n'en fait pas du tout un saint de vitrail, sur quelqu'un qui, en effet, a compté à toutes sortes de tournants essentiels de notre vie collective dans un siècle qui a connu, comme vous savez, de rudes moments. Vous dites que c'est quelqu'un qui a compté, Georges Boris, et vous nous l'avez rappelé. Mais comment on peut expliquer que certains personnages de l'histoire, comme ça, j'allais dire, passent à la trappe? C'est pas le cas en tous les cas, mais n'ont pas tant de lumière que d'autres. Tout simplement parce qu'ils ont choisi
par tempérament, par hasard parfois, par volonté, par modestie. Ils ont choisi de se tenir un peu en arrière par rapport au feu de la rampe. Simplement, ils ont compté, ils ont pesé. Donc il est intéressant de leur faire justice. C'est intéressant avec le recul d'expliquer qui ils ont été, comment ils ont compté, et de ne pas se borner à se préoccuper de ceux qui ont été très légitimement et non sans narcissisme sous l'attention directe de leurs concitoyens. C'est le cas de Georges Boris, pour voir un petit peu sa personnalité. C'était quelqu'un de discret, qui aimait bien, qui préférait l'ombre à la lumière? Il préférait l'ombre à la lumière, mais c'était en même temps un mondain, c'est assez curieux, qu'on a pu comparer à Swann, un côté dandy, ami des artistes, mais préférant l'ombre en effet à la lumière, avec toujours la volonté, le sentiment d'une nécessité intérieure qui était celle de servir l'État. Alors Jean-Noël Jeannet, tout à l'heure j'ai dit évidemment vous êtes historien, on le sait, mais vous avez été, on le sait aussi, ancien ministre. Est-ce que quand on a été comme vous dans l'action, est-ce qu'on a un regard différent sur l'histoire? Il est possible que quand on écrit des livres d'histoire, on nourrisse son analyse, sa réflexion, son expérience personnelle. Mais vous savez, il n'y a pas que les ministres qui ont de l'expérience. Et je pense que si on est psychologue, on regarde différents, vous en avez une expérience. Et si vous écriviez un livre sur un personnage que vous souhaiteriez faire surgir, vous le regarderiez à votre façon. Donc je pense en réalité que l'historien fait son miel de ce qu'est son expérience, de toutes sortes de façons. Et d'ailleurs, l'expérience personnelle de Jean-Louis Crémieux-Briac, qui a été un magnifique résistant auprès de la France libre, évidemment, lui a servi à écrire ce livre. Mais il le fait vraiment, un historien. Vous savez, l'histoire, c'est épatant, c'est pas comme la physique nucléaire. On peut avoir des confrères, des écrivains, des historiens qui n'ont pas été, qui n'ont pas le label universitaire, mais qui néanmoins sont admis dans notre tribu de grand cœur, simplement parce qu'ils font de la bonne histoire, c'est-à-dire qu'elle est véridique, elle est fondée sur des sources avérées, et qu'elle est en même temps nourrie de la force de l'émotion, du souci d'être utile, de certaines idées du civisme, et en somme d'une certaine vision du monde qui donne vraiment toute sa stature à un ouvrage de ce type, que je suis vraiment heureux que vous m'ayez convié à célébrer ce soir. C'est un excellent livre. Je souhaite qu'on le lise beaucoup. Il faut le lire. Excellent. Alors, Jean-Luc Crémieux-Briac, dernière question. Est-ce qu'il doit y avoir beaucoup de Georges Boris dans l'histoire? Est-ce qu'il y aura une suite avec d'autres personnalités comme ça? On aura l'occasion de vous recevoir pour nous en parler? Je ne peux pas vous parler, je ne peux pas le dire encore, mais je suis fier d'avoir pu contribuer à le sortir de l'ombre, et puis surtout d'avoir été, grâce à ce prix si important, admis, si je puis dire, parmi les historiens reconnus comme étant l'un des leurs. Adoubé, Georges Boris, 30 ans d'influence, Blum, De Gaulle, Mendes France. Lisez-le, vous apprendrez beaucoup de choses. Merci, c'est la fin de ce 22h. Restez avec nous, votre soirée se poursuit sur Public Sénat. Tout de suite, l'émission Déshabillons-les autour d'une héritière, Marine Le Pen. Belle soirée à vous. Il y a 70 ans, l'appel du général de Gaulle à l'occasion des célébrations du 18 juin, débat sur Public Sénat, le regard croisé d'un témoin de l'époque et de ceux qui aujourd'hui se réclament de l'héritage. Alors, que reste-t-il du gaullisme? Le débat, c'est à suivre sur Public Sénat. Le débat, dimanche à 10h sur Public Sénat. Leader sur Public Sénat, c'est le décryptage de l'économie par les décideurs, en compagnie de Cécile Cornudet et de Sabine Delanglade du quotidien Les Échos, et puis de nombreux experts. Je reçois chaque semaine un grand patron, un grand leader de l'économie, l'occasion de découvrir son groupe, ses grands dossiers et son point de vue sur l'actualité économique du moment. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est mercredi à 22h30 sur Public Sénat. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte.
Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. C'était en 1993 et depuis, ce caractère, paraît-il, bien forgé, a construit sa carrière dans le sillage de son père. Alors comment Marine, de son prénom, se démarque-t-elle tout en respectant la marque Le Pen? Quel est son style? Et ce style lui permettra-t-il effectivement de succéder à son père? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, celle que beaucoup voient déjà à la tête du Front National, avec nous 4 invités. Christophe Forcari, journaliste à Libération et spécialiste du Front National, Erwan Lecoeur, sociologue et spécialiste aussi du Front National, Mariette Darigrand, sémiologue du cabinet des faits et des signes pour analyser ce style Le Pen au féminin, et Serge Effez, psychanalyste, spécialiste des questions familiales pour décrypter les relations entre Marine Le Pen et son père, des relations pas si simples, car si Marine Le Pen se veut fidèle à son père, elle cherche aussi à s'en démarquer. On regarde. Nous avons nos personnalités, nous avons nos caractères, nous avons nos passés. Évidemment, je n'ai pas le même parcours que Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas le même âge que lui. Nous avons des parcours, une histoire qui est différente. Nous avons sûrement aussi des caractères qui sont différents. Donc je crois qu'on fait de la politique, en tout cas, je l'espère. Sûrement, beaucoup ne le font pas, mais moi, en tout cas, je fais de la politique avec mon cœur. Est-ce que vous avez dit à votre père qu'il avait fait des erreurs, pas simplement de communication, mais des erreurs de fond, en apostrophant des Français sur des sujets qui sont grandement tabous ou grandement sensibles, hein. Mais au-delà du sensible. Mais Monsieur Durand, en général, vous êtes assez libre. Ce que nous pouvons nous dire avec mon père reste entre nous, bien entendu. Vous êtes responsable politique. Non, mais d'accord. C'est pas la domaine de la vie. Est-ce qu'il a eu tort le détail Est-ce qu'il y a une prescription? Non, parce que moi je me pose la question, parce que les plus grands criminels, ils ont une prescription. En général, au bout de 30 ans, on dit bon, voilà, allez. Mais avec Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas de prescription. Alors je suis en train de prévenir mes enfants en leur disant, écoutez les filles et Louis, Jeanne et Mathilde, voilà ce qu'on va vous poser comme question pendant encore les 40 prochaines années. Donc préparez-vous à y répondre, parce que moi ça fait déjà 25 ans que j'y réponds. Donc je pense que sur 8 générations comme ça, on va nous interroger sur ce qu'a dit Le Pen il y a 25 ans. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'énerve, elle n'aime pas qu'on lui pose cette question, et puis elle a aussi cette formulation, Serge Effez, quand elle dit « les plus grands criminels ont une prescription », alors c'est quand même une formulation assez ambiguë. Ah, pour le moins, oui. Alors là, on ne sait pas d'où ça lui échappe, mais ça lui échappe. Oui, parce que c'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit, la comparaison est quand même un petit peu sévère, effectivement. C'est-à-dire que, voilà, là, je crois que c'est de l'inconscient qui parle, hein, quand elle dit que les plus grands criminels ont une prescription. Et l'autre chose qu'elle nous dit bien, c'est cet aspect